Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Agnès Baumann, je suis assistante sociale. J'ai souhaité ce soir vous présenter les moyens auxiliaires, qui est un domaine complexe. J'ai pas la prétention de tout expliquer, mais de donner quelques pistes concrètes. C'est important de connaître ses droits, les prestations existantes et savoir comment les demander. Il y aura quelques liens utiles sur les slides, comme le memento de l'AI sur les moyens auxiliaires ou une fiche d'information CEP sur les moyens auxiliaires. À la fin, vous pourrez poser des questions par écrit. Vous avez un petit onglet orange avec une flèche sur votre écran. Vous cliquez dessus et puis là, vous aurez un panel pour poser vos questions. On y répondra à la fin. Mais comme chaque situation est unique, pour les questions sur sa propre situation, c'est mieux de contacter la société CEP. Pour le programme, je vous présenterai les moyens auxiliaires régulièrement utilisés par les personnes atteintes de sclérose en plaques, le financement des moyens auxiliaires. Il y aura une présentation par Madame Morgane Rocher, ergothérapeute à la FSCMA, et à la fin, on passera aux questions. Tout d'abord, à quoi servent les moyens auxiliaires? Les moyens auxiliaires améliorent l'indépendance, la qualité de vie, facilitent le quotidien. C'est des aides à la mobilité. Elles permettent aux personnes confrontées à des restrictions physiques de rester mobiles. Les aides informatiques soutiennent la communication et puis c'est important de recevoir un conseil professionnel avant d'acquérir un moyen auxiliaire. Les principaux moyens utilisés en cas de CEP, je ne vais pas tous les énumérer parce que vous les retrouvez justement dans la fiche d'information CEP. Donc, il y a les moyens électroniques qui concernent l'autonomie personnelle, comme des poignées, des mains courantes, concernent la mobilité, comme les cannes, les béquilles, les modifications architecturales, suppression de seuils, installation de rampes, et puis qui servent à établir des contacts. Concernant le financement, alors, c'est assez complexe. Qui les finance? Donc, il y a l'assurance invalidité, l'AVS, les prestations complémentaires, l'assurance LAMA, l'assurance LCA, le fonds PAH de Pro-Infirmis, le fonds de Prosenectuté, les fonds des associations, des sociétés privées et le fonds CEP. Pour l'AI, tout d'abord, leur principe, c'est des moyens auxiliaires simples, adéquats et économiques. Le droit débute dès la naissance. L'assuré doit en avoir besoin et en faire la demande. Il n'y a pas besoin d'avoir une rente AI pour en faire la demande. Et puis, ils servent à faciliter l'exercice d'une activité lucrative dans la vie quotidienne ou apprendre une activité lucrative pour la vie quotidienne ou apprendre une profession. Voilà, je vous ai mis deux liens pour les personnes majeures et pour les personnes mineures pour faire une demande à l'AI. Les moyens auxiliaires jusqu'à l'âge de l'AVS. Donc, les bénéficiaires de ces prestations sont les assurés qui n'ont pas atteint l'âge de la retraite. Il y a les moyens auxiliaires faisant partie de la liste établie dans l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance invalidité qui s'appelle l'OMAI, qui recense ces moyens. En général, ils sont remis sous forme de prêt. L'assuré a le droit d'acquérir en tout temps les moyens auxiliaires qui ont été remis en prêt. Là, il prend en charge les modifications et adaptations, rembourse les frais de réparation et finance un remplacement ou une nouvelle acquisition si le handicap l'exige ou si le moyen auxiliaire ne peut plus être adapté. Donc, les moyens auxiliaires en âge AVS. L'AVS prend en charge jusqu'à 75% du coût des moyens auxiliaires comme les perruques, les lunettes loupes, appareils orthophoniques, etc. Ou certains font l'objet d'un remboursement forfaitaire comme les appareils auditifs ou les fauteuils roulants sans moteur. La demande doit être faite auprès de l'Office AI de votre canton. Donc, les moyens auxiliaires en âge AVS, toujours, il y a des droits acquis. Donc, si vous avez bénéficié d'un moyen auxiliaire à l'âge AI,
ou une contribution financière, il restera à l'âge AVS. Donc, conservez ce droit. Ce qui est intéressant, parce que comme vous voyez dans ce schéma, il y a à l'âge AI, il y a 16 catégories de moyens auxiliaires, tandis qu'à l'âge AVS, il n'y en a plus que 8. Donc, c'est important le droit acquis. Au niveau des prestations complémentaires, maintenant, donc dans les moyens auxiliaires ainsi que certains appareils sont remboursés pour les personnes qui bénéficient de prestations complémentaires. Donc, il faut en faire la demande. Il y a par exemple des locations de lits électriques, sur matelas de prévention d'escarres, support de marche, etc. Pour l'assurance LAMAL, donc qui sont recensés dans la LIMA, qui est la liste des moyens et appareils pris en charge par l'assurance obligatoire des soins. Ils doivent être efficaces, appropriés et économiques. Il faut toujours demander si un remboursement est possible. Ils doivent être prescrits par un médecin. Et puis, quelques exemples, ça peut être des accessoires de marche, aide visuelle ou aide en cas d'incontinence. Pour l'assurance LCA, donc c'est location ou achat, c'est en complément à la LAMAL ou à l'AVS ou à l'AI. Ça varie bien sûr selon les contrats d'assurance. De nouveau, c'est bien de demander toujours à votre assurance. Ils peuvent prendre par exemple des fauteuils roulants, lits électriques, planches de bain, etc. Le fonds PH de Pro-Infirmis. Donc pour en faire la demande, il faut remplir les principales conditions suivantes. Avoir droit à une rente AI, des indemnités journalières AI, une allocation point potent ou de sérieuses chances de les obtenir, être dans le besoin au niveau des prestations complémentaires, avoir peu de fortune. La subsidiarité, ça veut dire que si vous avez, il faut d'abord faire la demande à l'AI, si vous avez un droit à l'AI, aux prestations complémentaires, et ensuite vous pourrez faire la demande au fonds PH. Il ne faut pas être en âge AVS. Et puis, enfin, il n'existe aucun droit légal à ces prestations. Vous pouvez vous adresser au bureau de consultation de Pro-Infirmis le plus proche. Et puis, un assistant social va établir un budget avec vous. Il y aura des documents à fournir sur votre situation financière. L'aide financière de Pro-Sénectouté qui ressemble à celle du fonds PAH, mais il faut être en âge AVS, être dans le besoin au niveau des prestations complémentaires, avoir peu de fortune. Il y a aussi la subsidiarité et il n'existe aucun droit légal à ces prestations. Les autres aides financières, ça peut être le FONSEP, j'en parlerai après avec un exemple, ou des aides financières de la Fondation suisse pour paraplégiques ou d'autres fonds. Donc, je vais vous donner deux exemples, la voiture et le montre-rampe d'escalier. Bon, la voiture, pour certaines personnes atteintes de CEP, ça représente un moyen de rester autonome, indépendant. Elle aide à améliorer la qualité de vie. Donc, au niveau de l'AI, tout d'abord, c'est destiné aux assurés qui exercent une activité lucrative leur permettant de couvrir leurs besoins. Ne pouvant pas se passer d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre à leur travail pour des raisons liées à leur handicap. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils peuvent faire le trajet jusqu'à leur travail ni à pied, ni à vélo, ni au moyen d'un transport public. L'AI n'intervient plus lors de l'achat, mais accorde des contributions d'amortissement qui sont annuelles. Elle intervient aussi pour la prise en charge de coûts de transformation du véhicule. Donc, pour les transformations du véhicule, c'est aussi pour les personnes qui n'ont pas d'activité lucrative leur permettant de couvrir leurs besoins si cette transformation est indispensable en raison de leur handicap. Là, il peut prendre en charge des frais d'auto-école, une contribution pour l'ouverture d'une porte de garage automatique. Donc, pour la voiture, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir aussi des rabais de primes si vous avez une casque complète. Donc, ça, il faut demander à votre assureur. Il peut y avoir des remboursements de douane. Donc, il faut... ça, il y a plusieurs conditions et il faut s'adresser à la direction des douanes à Genève. Et puis, une exonération des frais de plaque à renouveler chaque année
Donc ça, vous pouvez vous renseigner auprès du service des automobiles ou de ProInfirmis. Le fonds péage, donc comme je l'ai dit auparavant, c'est pour les gens qui ont droit à une rentaille, des indemnités journalières, une allocation pour un peu de temps ou de sérieuses chances de les obtenir. Donc je vous avais dit les conditions. Donc le fonds péage participe à l'achat d'une voiture. Il y a une participation personnelle qui est demandée et puis ProInfirmis a aussi des rabais de flotte qui sont variables en fonction de la marque ou du modèle du véhicule qui sont accordés par le garagiste. Donc, le fonds CEP, c'est destiné aux personnes atteintes de CEP. Il y a aussi une participation personnelle qui est demandée en général. C'est aussi pour les personnes qui n'ont pas trop de moyens, mais il y a des autres normes que le fonds péage et puis on établira un budget pour voir avec vous, mais vous pouvez aussi d'abord passer par ProInfirmis et l'assistance sociale de ProInfirmis fera la demande directement au fonds CEP. Donc le fonds CEP, il y a une possibilité de participer à l'achat d'une voiture, mais de manière subsidiaire à l'AI, au fonds PAH. Et il y a aussi un rabais de flotte. Vous pouvez vous adresser à l'Infoline ou à la société CEP. Le conseil de la FSCMA, c'est de clarifier le financement avant l'achat du véhicule. L'AI finance des transformations de véhicules, mais il y a des conditions. Et puis, si vous avez déjà acheté votre véhicule, il y aurait des choses qui sont peut-être pas possibles à faire. Vous risquez d'être déçus, donc renseignez-vous. Maintenant, le montant d'escalier. Pour de nombreuses personnes atteintes de CEP, les moindres marches représentent un obstacle. Ça permet l'accès au logement, de faciliter le quotidien. Il existe des montrants d'escalier ou des plateformes élévatrices. Comment faire? Donc, demander un certificat médical à votre médecin, prendre contact avec un ou une ergothérapeute. Il y a la possibilité de se rendre aussi à la FSCMA pour demander des conseils. Vous pouvez faire une demande AI. Après, pour le financement, l'ergothérapeute vous aidera sûrement. Et puis, si vous avez besoin de faire des demandes complémentaires, fonds PAH, fonds CEP, autres fonds, renseignez-vous avant d'acquérir le moyen auxiliaire. Au niveau de l'AI, donc, ils installent ce moyen auxiliaire à l'intérieur, aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation, de scolarisation. Si ces mesures permettent à l'assuré de se rendre au travail, à l'école ou à son lieu de formation ou d'accomplir ses travaux habituels. Donc, c'est sous forme de prêt, il demande l'examen de la FSCMA. Sur le lieu de travail, c'est uniquement si l'employeur s'engage fermement à continuer d'employer l'assuré pendant une longue période. Depuis le 1er juillet 2020, l'AI a assoupli les conditions qu'il y avait auparavant. La personne doit avoir besoin de ce moyen auxiliaire ou d'adaptation pour quitter elle-même le lieu où elle se trouve. Elle ne doit pas résider dans un home. Donc, voir si une participation du fonds PH est possible, voir si une participation du fonds CEP est possible ou éventuellement d'autres fonds, mais regardez le financement avant d'acquérir le moyen auxiliaire. Voilà, maintenant, j'ai fini ma partie. Je vais passer la parole à Madame Morgane Rocher, ergothérapeute à la FSCMA. Voilà, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Madame Baumann à nouveau. Voilà. Alors, je vais changer de présentatrice pour vous permettre de faire la Merci. présentation. Voilà, alors bonne continuation à tout à l'heure pour les questions. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis donc ergothérapeute à la FSCMA et je vais vous présenter un petit peu le rôle de la FSCMA, mais aussi notre intervention au quotidien. Donc, la FSCMA, c'est la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires. Notre objectif, comme vous le voyez sur le logo, c'est de trouver des solutions et de répondre à vos besoins.
Au niveau de la présentation, on va essayer de faire un petit peu le point donc, sur le rôle de la FSCMA, revoir un petit peu ensemble les démarches administratives et les moyens auxiliaires les plus courants qui sont rencontrés dans le cadre d'une sclérose en plaques. Et je vais aussi essayer de vous apporter quelques exemples un peu plus concrets que moi je suis par exemple au quotidien et le pourquoi on intervient en tant qu'ergothérapeute dans ce cadre-là. Donc, je m'appelle Morgane Rocher, je suis ergothérapeute diplômée depuis 2015. Je suis conseillère à la FSCMA depuis septembre 2018 et vous m'avez peut-être déjà vu si vous habitez sur la région de Genève ou de la Côte, puisque c'est la région sur laquelle j'interviens. La FSCMA, c'est donc une fédération et nous avons la chance d'avoir de nombreux membres qui font partie de l'organisation de la FSCMA, dont la Société suisse de la sclérose en plaques, d'où mon intervention ce soir. La FSCMA est répartie sur tout le territoire suisse et la plus proche de nous actuellement, c'est celle du Mont-sur-Lausanne. On a un rayonnement sur toute la Suisse romande, un petit peu sur le Bas-Valais et on intervient aussi dans le Jura. À Unzingen, vous trouverez le centre principal de la FSCMA ainsi que l'Exma Vision, qui est en fait un centre de présentation avec un showroom dans lequel vous pouvez vous rendre en prenant rendez-vous tout simplement sur le site de la FSCMA. Et l'Exma Vision, en fait, ça vous permettra de vous mettre en situation dans l'utilisation de moyens auxiliaires. Il y a toutes sortes d'aménagements qui sont disponibles et qui sont visibles. Vous avez toutes sortes de moyens auxiliaires que vous pourrez essayer. Donc, si vous hésitez, si vous allez passer le pas pour acquérir un moyen auxiliaire, n'hésitez pas à vous rendre là-bas. Vous pourrez faire des essais, des comparaisons. La FSCMA du Mont-sur-Lausanne, donc, elle est un petit peu simple. Vous avez le directeur de site, 3 secrétaires. On a un premier niveau avec les mécaniciens au niveau de l'atelier et ensuite nous sommes 13 conseillers de différentes professions, ergothérapeutes, orthopédistes, logopédistes et techniciens en réhabilitation. Les objectifs du conseil. Donc, dans un premier temps, on doit objectiver les besoins. C'est nous qui nous rendons sur place, souvent sous mandat des assurances ou des offices AI, pour en fait simplement expliquer au quotidien quels sont vos besoins et vos difficultés parce que malheureusement, comme vous le savez, un diagnostic n'est pas très révélateur. Ensuite, on contrôle le caractère simple et adéquat des moyens auxiliaires qui sont demandés. On motive les appréciations en faveur ou en défaveur d'un octroi. Pour ce faire, on examine et on juge le rapport qualité-prix. On se base évidemment sur les circulaires et sur toutes les bases légales. Et notre dernier rôle, mais pas de moindre, c'est d'être disponible pour les demandes des offices AI, des professionnels et évidemment des assurés dans le cadre de conseils. Au niveau du dépôt, le dépôt est organisé donc avec la responsabilité de mécaniciens qui s'occupent de la réparation de moyens auxiliaires. C'est eux qui font les révisions des moyens auxiliaires qui sont remis par l'office AI. C'est eux qui font des remises en l'état des moyens auxiliaires, puisque, comme vous le savez, un moyen auxiliaire qui a été financé par l'Office AI est remis sous forme de prêt. Lorsque vous ne l'utilisez plus, il doit y avoir une restitution, et c'est à ce moment-là que le dépôt va remettre en état le moyen auxiliaire pour qu'il retourne à nouveau sur le circuit. La gestion du stock des pièces détachées est aussi importante pour tout ça, ainsi que la gestion des moyens auxiliaires. Les demandes de disponibilité sont faites au niveau du dépôt, tout comme les remises qui viennent du dépôt. Les restitutions sont aussi organisées par le dépôt. Et pour finir, c'est la FSCMA qui endosse la casquette de fournisseur dans le cadre de vente de fauteuils roulants AVS spéciaux, c'est-à-dire les forfaits les plus hauts à 1 840 francs et 2 200 francs. Les moyens auxiliaires les plus courants en âge AI, on va faire un petit tour en se basant sur la circulaire des moyens auxiliaires de l'AI, un petit peu plus communément appelée la CMAI. Cette circulaire, elle est disponible sur Internet si vous souhaitez la consulter. Au niveau des procédures pour acquérir un moyen auxiliaire, on va vous demander dans un premier temps, si c'est un premier moyen auxiliaire, de remplir le formulaire de demande de moyen auxiliaire. C'est un formulaire qui est un petit peu long et difficile à remplir, je vous l'accorde, qui fait à peu près une douzaine de pages et qui est directement téléchargeable et consultable sur Internet. Si vous avez besoin d'aide pour télécharger ce formulaire, n'hésitez pas à vous orienter vers un ergothérapeute ou directement vers les offices AI. Le moyen auxiliaire va ensuite être devisé
Et puis, on vous demande toujours de signer soit vous-même, soit votre représentant, en tout cas, le devis qui est fait par le fournisseur. À partir de ce devis, le fournisseur va envoyer le devis au dépôt pour faire ce qu'on appelle une demande de disponibilité. Si le moyen auxiliaire qui a été devisé est disponible au dépôt, c'est le dépôt AI qui va s'occuper de faire ce qu'on appelle une remise. Et c'est à ce moment-là que nous, les conseillers, nous viendrons chez vous faire les essais du dit moyen auxiliaire, le régler, et puis qu'il vous appartiendra après. Si malheureusement, il n'y a pas de disponibilité au dépôt, à ce moment-là, l'Office AI peut nous mandater. C'est aussi à ce moment-là que vous prenez contact avec nous pour que l'on objective vos besoins et que l'on justifie votre demande. Et vous aurez ensuite une réponse pour un octroi ou pas, selon les conditions d'octroi. En général, comme on vous l'a déjà dit, la remise a lieu sous forme de prêt. Le moyen auxiliaire ne vous appartient pas à la fin. Pour les fauteuils roulants, vous avez un formulaire d'indication médicale à faire remplir et signé par votre médecin. Le devis doit aussi être signé par le bénéficiaire ou son représentant. Le fournisseur s'occupera de remplir une demande de remise d'un fauteuil roulant et c'est aussi lui qui s'occupera de faire les justifications écrites pour certaines adaptations nécessaires. En général, le droit ne s'étend qu'à un fauteuil roulant manuel et s'il y a besoin d'un second fauteuil roulant, le justificatif doit être détaillé et doit être fondé. Pour les réparations, vous pouvez avoir des frais de location parce que le moyen auxiliaire doit partir quelque temps et les pièces ne sont pas disponibles tout de suite. Si la réparation est réalisée dans les meilleurs délais, si vous ne disposez que d'un fauteuil roulant manuel ou si la réparation ne peut pas être faite sur place, les frais de location peuvent être pris en charge par l'Office AI. En cas d'urgence, si vous n'avez pas de fauteuil roulant manuel et que vous prévoyez un retour à domicile, par exemple, suite à une hospitalisation, des frais de location peuvent être pris en charge aussi pendant 60 jours. Au niveau des fauteuils roulants électriques, toute personne qui ne peut se déplacer seule, sans moyen mu électriquement, a le droit d'acquérir et de bénéficier d'un fauteuil roulant électrique. Cependant, il faut que l'utilisation de la motorisation ou du fauteuil roulant soit possible de manière indépendante. Donc, l'Office AI ne rentrera pas en matière pour financer un fauteuil roulant qui est utilisé pour les tiers et par les tiers. Au niveau des caractéristiques des moyens auxiliaires qui peuvent être pris en charge, il faut que le fauteuil roulant à moteur remplace la capacité de se déplacer. Il y a des cas où les motorisations vont jusqu'à 20 km/h et où des personnes nous demandent plusieurs batteries pour pouvoir avoir une meilleure autonomie. Ce ne sera pas pris en charge puisque nous partons du principe que nous ne nous déplaçons pas à pied à plus de 20 km/h au quotidien et que nous ne nous déplaçons pas à pied non plus sur plus d'une trentaine ou quarantaine de kilomètres. Le moyen auxiliaire doit être simple et adéquat. Et dans cette catégorie, vous pouvez trouver tout type de motorisation, les fauteuils roulants électriques, mais aussi ce qu'on appelle les scooters et les motorisations comme les handbikes ou les FX, qui viennent se positionner dans les roues, par exemple. Au niveau des transformations de véhicules à moteur, donc les demandes sont toujours examinées par la FSCMA, sauf si nous sommes dans le cadre d'un renouvellement à l'identique ou si nous sommes dans le cadre de frais de réparation à moins de 1 500 francs. Au niveau des transformations de véhicules, il y a une durée d'amortissement qui est pratiquée par l'Office AI. Pour les véhicules neufs, c'est une durée de 10 années ou 200 000 km. Si vous avez un véhicule d'occasion et que vous faites des transformations sur ce véhicule, la durée d'amortissement sera de 6 ans. En cas de changement de véhicule avant la fin de la durée d'amortissement, vous pouvez changer de véhicule, il n'y a pas de mal à le faire, mais une déduction proportionnelle sera réalisée et une participation au prorata sera proposée. Donc, l'Office AI ne prendra pas en charge à 100% la nouvelle transformation. L'AI rembourse les transformations des fonctions nécessaires à la conduite. Lorsque vous conduisez et que vous êtes en situation de handicap, il faut prendre contact avec le service des automobiles et le médecin pour que vous ayez simplement des chiffres spéciaux qui seront apposés sur votre permis. Chaque chiffre donne accès à une option de conduite. En cas d'achat de voiture neuve, si vous conduisez et que vous avez besoin d'avoir une boîte automatique, une participation de 1 300 francs peut être donnée. Dans le cadre de transport passif, si la personne qui est en fauteuil roulant ne conduit pas, les frais de transformation ne dépassent pas normalement 25 000 francs, sinon ils ne sont plus considérés comme simples et adéquats. Pour un décaissement,
Le forfait est de 19 000 francs maximum. Vous pouvez sans doute vous orienter, en tout cas pour ce genre de questions, auprès des garages. Vous avez de nombreux garages sur le canton qui connaissent la manière de fonctionner des offices et qui sauront sans autre vous renseigner de la meilleure des façons. Si le choix du véhicule n'est pas approprié, les frais de transformation ne seront malheureusement pas pris en charge. Les frais de remise en état initial du véhicule ne sont pas pris en charge. Par contre, l'Office AI peut prendre en charge le démontage de certaines pièces si nous pouvons les récupérer pour les réutiliser au niveau du dépôt. Au niveau des accessoires pour faciliter la marche, vous avez deux types d'accessoires qui peuvent être financés par l'Office AI, les cannes et béquilles, tout simplement, ainsi que les déambulateurs. Les cannes et béquilles sont financées si elles permettent de se déplacer de façon autonome et les déambulateurs ou supports ambulatoires peuvent être acquis si le déplacement autonome n'est pas possible avec des cannes et béquilles. Au niveau des moyens auxiliaires qui servent à développer l'autonomie personnelle, je vous ai mis quelques exemples un petit peu plus concrets avec des photos pour que vous ayez une idée de ce que l'Office AI peut prendre en charge. Des réhausses WC, des sièges de bain pivotants, ce qu'on appelle les lifts de bain qui permettent de se transférer dans la baignoire et ensuite de prendre un bain en s'immergeant entièrement. Et vous avez aussi, si je ne dis pas de bêtises, en dernière photo, ce qu'on appelle les WC douches, donc qui permettent d'assurer et de garantir une bonne hygiène après avoir déféqué. Au niveau des élévateurs pour malades, donc l'objectif des élévateurs pour malades, c'est de faciliter les transferts lorsque la personne ne peut malheureusement plus participer et aider à se lever et se coucher. Attention, il y a juste une petite particularité, si un élévateur est utilisé justement dans le cadre du coucher au lit, le lit électrique n'est à ce moment-là plus pris en charge. C'est-à-dire que le lit électrique, nous y arrivons, est mis en place pour aider à se lever et se coucher. L'Office AI part du principe que si vous ne parvenez plus à vous lever et à vous coucher et que vous avez besoin d'un lève-personne, l'octroi du lit est retiré en faveur de l'octroi d'un lève-personne. Si un élévateur est donc utilisé, le droit au lit s'éteint. L'Office AI est alors en droit de vous demander la restitution du lit. Vous pourrez à ce moment-là, plutôt que de le restituer, demander, vous, le rachat du lit. C'est une possibilité, mais en tout cas, c'est à penser avant de demander un lit si vous avez déjà un élévateur ou inversement. Pour les lits électriques, un forfait de 2 500 francs TTC est proposé pour une participation. Et pour la livraison, vous avez un forfait de 250 francs TTC. Donc, les fournisseurs de matériels médicaux sont au courant de ces forfaits. Malheureusement, si vous allez dans une boutique traditionnelle pour demander un lit électrique, vous aurez peut-être la mauvaise surprise d'avoir un lit très onéreux et une participation moindre. Donc, méfiez-vous toujours aussi et renseignez-vous en amont. Au niveau des matelas, les matelas ne sont pas pris en charge par l'Office AI. Si vous avez besoin d'un matelas particulier, il faudra donc vous renseigner auprès des autres assurances ou d'une association. Au niveau des aménagements de la demeure de l'assuré, l'Office AI peut prendre en charge des aménagements, mais la liste est exhaustive. Donc, vous avez les adaptations de salle de bain, de la douche, des WC, le déplacement ou suppression des cloisons, l'élargissement ou le remplacement de portes de maison ou d'appartement, la mise en place de barres d'appui, de mains courantes et de poignées supplémentaires. Les systèmes d'ouverture de portes de maison ou d'appartement sont maintenant pris en charge aussi par l'Office AI depuis le 1er juillet 2020, sans condition, ainsi que la suppression de seuils ou la construction de rampes de seuil pour accéder à votre domicile. Les lifts d'escalier, Madame Baumann en a déjà un petit peu parlé, mais qui est concerné par ces aménagements? Donc, ce sont les assurés qui ne peuvent pas quitter le lieu où ils se trouvent. Vous avez plusieurs types de lifts d'escalier qui existent, à plateforme ou à siège. À plateforme, vous n'aurez pas de transfert à faire si vous êtes dans un fauteuil roulant. Et à siège, vous aurez un transfert à faire si c'est le cas, ou simplement venir vous asseoir si vous avez des cannes et que vous ne parvenez pas à franchir ces marches. Je vous ai mis quelques petits exemples. Dans le cadre de difficultés rencontrées dans l'utilisation d'un véhicule, vous avez plusieurs difficultés qui peuvent apparaître. Les premières difficultés peuvent être pour entrer dans le véhicule. On a plusieurs solutions à envisager. La première est de faire des essais de planches pour faciliter le transfert. Si vous êtes en fauteuil roulant, il est possible que des planches ou des moyens auxiliaires ou même une barre d'appui dans le véhicule
suffisent pour vous permettre en fait de vous transférer dans le véhicule. À l'inverse, si ça ne suffit pas, il existe des sièges pivotants qui sortent du véhicule de manière latérale et qui permettront de faciliter le transfert. Si ça ne suffit toujours pas et que vous êtes en fauteuil roulant, il existe des rampes d'accès qui peuvent être électriques ou manuelles ou des cassettes latérales. Ce sont l'équivalent de rampes électriques, mais ça vient se positionner sur le côté du véhicule et ça permet de rentrer dans le véhicule par la porte latérale. Si la personne présente des difficultés pour la conduite du véhicule, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en premier lieu, il faut faire évoluer le permis de conduire. L'évolution du permis de conduire passe par un examen médical et puis l'ajout en fait de chiffres sur votre permis. Pour faire évoluer votre permis de conduire, là, je vous conseille de prendre contact avec le service des automobiles compétents. En fonction des chiffres du permis, différentes solutions existent. Je vous ai mis l'exemple du cercle au volant pour accélérer. Le cercle au volant peut être positionné au-dessus ou en dessous du volant. Je vous ai mis aussi un exemple avec une boule au volant qui permet aussi, en appuyant, de régler les klaxons, le frein, les clignotants, les essuie-glaces et puis toutes les options un petit peu électroniques de la voiture. Et je vous ai aussi mis l'exemple de ce qu'on appelle un tiré-poussé. Donc, en fonction de vos possibilités, il suffit de pousser pour accélérer, de tirer pour freiner ou inversement, ce qui évite en fait de devoir utiliser les pédales. Dans le cadre des difficultés pour stopper un fauteuil roulant manuel, je parle bien d'un fauteuil roulant manuel par rapport aux limitations de poids, tout simplement. Donc, la solution à envisager, la première, c'est d'acquérir un fauteuil roulant qui est pliable et que l'on peut stocker dans le coffre. L'inconvénient, évidemment, c'est que vous serez dépendant d'un tiers pour stocker ce fauteuil si vous n'y arrivez pas, puisque le fauteuil roulant pèse entre 10 et 15 kg en moyenne. Il existe aussi, par contre, des robots de chargement qui viennent se positionner sur le toit. C'est une solution à envisager. Attention cependant à la hauteur du coup que votre véhicule aura, puisque certains parkings ne permettent pas de rentrer à des véhicules qui sont très hauts. Et il existe aussi des robots de chargement intérieurs qu'on vient soit positionner au niveau du coffre, soit au niveau des places arrière du véhicule. Encore une fois, chaque solution est à évaluer, puisque au niveau des places arrière, vous perdrez les places qui sont passagères. Si vous avez des difficultés pour l'installation d'une personne en fauteuil roulant dans le véhicule, là, à nouveau, vous avez de nombreuses solutions envisagées, notamment la mise en place d'une rampe pour accéder au véhicule dans un premier temps. Si la hauteur du véhicule n'est pas suffisante, il est possible de décaisser le véhicule pour augmenter cette hauteur. Et puis ensuite, pour sécuriser l'installation, il faudra mettre un système d'arrimage pour le fauteuil. Le système le plus simple, c'est un système 4 points avec 4 sangles et une ceinture. Mais il existe aussi ce qu'on appelle les future safe. C'est ce que vous voyez sur la seconde photo. C'est comme un dossier que l'on vient vraiment appuyer au niveau du dossier du fauteuil et de la nuque de la personne qui est installée. Et ça permet de stabiliser et de sécuriser vraiment son installation. Dans la salle de bain, on a aussi beaucoup d'expertise et de conseils qui nous sont demandés dans ce cadre-là. Donc, vous pouvez avoir une personne qui a des difficultés pour entrer dans la baignoire, puisque nos appartements sont souvent en fait aménagés avec des baignoires et très rarement avec des douches de plein pied. Donc, les premières solutions envisagées, c'est évidemment la mise en place de moyens auxiliaires. Donc, comme des planches de bain, sièges pivotants ou lifts de bain, comme je vous en ai montré certains sur les photos. Il est aussi possible de mettre en place une aide au transfert, comme un lève-personne. Et à ce moment-là, le lève-personne peut être sur mât directement pour éviter de prendre trop de place. Il est aussi possible d'enlever les catelles les plus basses au niveau de la baignoire pour venir glisser les roues du lève-personne. Et si aucune des solutions ne convient, il est possible évidemment de transformer la baignoire en douche de plein pied. On attire juste votre attention sur le fait que pour ces transformations, l'accord du propriétaire est demandé et le dossier ne sera pas traité auprès de l'office AI si vous n'avez pas l'accord de votre propriétaire, donc par le biais de votre régie. Si vous êtes locataire et si vous êtes propriétaire vous-même de votre bien, il faudra l'accord de tous les copropriétaires. Si vous avez des difficultés pour accéder au lavabo en fauteuil roulant, les solutions envisagées dans le cadre, en tout cas de la photo, sont tout simplement déjà d'enlever les mobiliers qui gênent. Ensuite, on va pouvoir ajuster la hauteur du lavabo et du miroir, puisque quand on est assis, on n'a pas la possibilité d'accéder
aux pharmacies, aux armoires à pharmacie qui sont positionnées en hauteur. Et puis la dernière option, c'est aussi le changement du siphon pour mettre en place des siphons encastrés, puisque les siphons ont tendance des fois à être chauds et donc pourraient soit venir gêner et heurter les genoux de la personne qui utilise le fauteuil roulant, soit même créer des brûlures. Ces solutions sont applicables dans de nombreux cas, mais chaque situation est unique, chaque besoin est différent et évidemment, votre environnement est différent aussi. Donc, souvenez-vous qu'à chaque problème, on peut trouver sa solution et n'hésitez pas à contacter la FSCMA justement pour vous accompagner dans cette recherche. Merci. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Voilà, Merci, Madame Baumann, de m'avoir invitée en tout cas. c'était très intéressant. Et puis, maintenant, je vous propose qu'on passe aux questions. Donc, d'abord, je vais juste encore terminer en disant que le Conseil social de la société CEP peut fournir une écoute, des informations, une évaluation de la situation, une orientation dans le réseau, un accompagnement dans certaines démarches. Il ne faut pas hésiter à en faire la demande. Et puis, vous pouvez contacter l'infoline chaque jour de 9h à 13h. Et voilà, maintenant, je vous propose qu'on passe aux questions. Alors, je vais voir s'il y a eu des questions par écrit. Oui, il y a une question. Est-ce que les aides financières pour la voiture sont uniquement pour les personnes impotentes? Alors, donc pour la voiture, alors il y a déjà au niveau de l'AI, donc ça c'est destiné aux personnes qui travaillent et qui ont une activité lucrative, mais pas en ce qui concerne les transformations. Donc, en ce qui concerne les transformations, c'est pour toute personne qui aurait besoin du véhicule pour se déplacer. Et puis après, il y a les aides financières qui sont pas de l'AI, donc qui sont par exemple le fonds PAH. Ça, c'est destiné aux personnes qui ont soit une rente AI, soit des indemnités journalières ou une allocation pour impotent. Donc non, c'est pas simplement aux personnes qui ont une allocation pour impotent, ça dépend vraiment de la situation et voilà, il faut se renseigner par rapport justement à son handicap. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, je crois que tout a été dit, mais c'est vrai que pour les transformations de véhicules, on n'a pas besoin de bénéficier d'une rente pour, en tout cas, en bénéficier. Et puis, toutes les transformations passives et actives, la personne n'est pas obligée de travailler non plus. Il n'y a pas de conditions. Les seules conditions, c'est évidemment si vous allez conduire, d'avoir fait mettre à jour votre permis de conduire. Alors, sinon, il n'y a pas d'autres questions pour ce soir. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir assisté à cette présentation. Et puis, merci beaucoup, Madame Rocher. Et puis, bonne soirée à tous. Très belle soirée. Merci en tout cas. Au revoir. Au revoir.